Le 23 juillet 1984, 5 jeunes amis partent pour une randonnée de 4 jours dans les Pyrénées ariégeoises. Julien Marchand, Sophie Lavigne, Antoine Garnier, Cécile Fontaine et Marc Beaumont. Ils ne reviendront jamais. Pendant 27 ans, leurs familles vivront sans réponse, sans corps, sans la moindre trace de ce qui s'est réellement passé dans ces montagnes. Les recherches massives ne trouvent rien, absolument rien, comme si la terre les avait engloutis. Mais en 2011, après des pluies torrentielles qui provoquent des glissements de terrain dans la région, des ouvriers font une découverte qui va tout changer. Un petit objet métallique émerge de la boue et des rochers, dans une zone pratiquement inaccessible, un enregistreur vocal, à l'intérieur des cassettes miraculeusement préservées, et sur ces bandes magnétiques, les voix des 5 amis, leurs dernières conversations, leurs dernières heures. Ce que révèlent ces enregistrements est bien plus troublant que tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. Comment 5 randonneurs expérimentés ont-ils pu disparaître sans laisser la moindre trace pendant presque 3 décennies? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur ce sentier de montagne en 1984? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'été 1984. La France vibre encore de l'euphorie des Jeux Olympiques de Los Angeles, où Carl Lewis triomphe. Dans les foyers, on regarde Champs-Élysées, présenté par Michel Drucker. Les radios diffusent « Pour le plaisir » de Herbert Léonard. C'est une époque où les téléphones portables n'existent pas, où les communications en montagne se limitent aux refuges équipés de lignes fixes, où partir en randonnée signifie vraiment se couper du monde. Toulouse. Une ville universitaire dynamique du sud-ouest de la France, située à environ 150 km des Pyrénées. C'est ici que se sont formés les liens d'amitié entre ces 5 jeunes adultes. La ville connaît son habituel exode estival, les étudiants retournent dans leur famille ou partent en vacances. Mais ce groupe d'amis a d'autres projets. Julien Marchand a grandi à Toulouse, dans le quartier des Minimes. Son père, Gilbert Marchand, travaille comme contremaître dans l'usine aéronautique locale. Sa mère, Monique, est infirmière à l'hôpital Purpan. Julien, 24 ans, est l'aîné de 3 enfants. Passionné de géologie depuis l'adolescence, il termine sa maîtrise à l'université Paul Sabatier. Grand, les cheveux châtains mi-longs comme c'était la mode à l'époque, Julien possède cette assurance tranquille des gens qui connaissent leur valeur sans avoir besoin de la proclamer. Depuis l'âge de 16 ans, il parcourt les Pyrénées chaque été avec son père, accumulant une connaissance intime de ces montagnes. Sophie Lavigne, 23 ans, est la compagne de Julien depuis 3 ans. Originaire de Muret, une commune située à 20 km au sud de Toulouse, elle prépare son certificat d'aptitude au professorat des écoles. Petite, brune, avec un sourire qui illumine son visage, Sophie possède cette capacité rare de mettre les gens à l'aise immédiatement. Les parents de Sophie, André et Martine Lavigne, tiennent une boulangerie-pâtisserie dans le centre de Muret depuis 20 ans. C'est une jeune femme organisée, méthodique, qui tient un journal intime depuis ses 14 ans. Cette habitude de tout noter, de documenter sa vie, elle l'a gardée. Elle emporte toujours un petit carnet dans ses randonnées. Antoine Garnier et Julien se connaissent depuis la maternelle. Ils ont grandi dans le même quartier, fréquenté les mêmes écoles, partagé leurs premiers amours et leurs premières désillusions. Antoine, 25 ans, vient de décrocher son diplôme d'ingénieur civil à l'École nationale supérieure d'électrotechnique. Plus grand que Julien, les cheveux blonds et les yeux bleus, il a ce physique qui fait se retourner les filles. Mais Antoine est timide, presque réservé en société. Seuls ses amis proches connaissent son sens de l'humour caustique et sa loyauté sans faille. Son père, Robert Garnier, est architecte. Sa mère, Pauline, professeure de français au lycée Pierre de Fermat. Antoine est fils unique, et ses parents ont toujours eu de grandes ambitions pour lui. Cécile Fontaine, 22 ans, est la plus jeune du groupe. Étudiante en 3e année de médecine, elle jongle entre les cours théoriques et ses premiers stages hospitaliers. Originaire de Carcassonne, elle vit à Toulouse depuis 4 ans,
dans une résidence universitaire du quartier du Mirail. Rousse aux yeux verts, Cécile dégage une énergie contagieuse. C'est elle qui organise les soirées, qui maintient le groupe soudé, qui n'oublie jamais un anniversaire. Ses parents, Jean et Françoise Fontaine, sont tous deux enseignants. Ils ont élevé Cécile et ses deux frères cadets dans les valeurs de l'éducation et de la rigueur intellectuelle. Cécile a rejoint le groupe par l'intermédiaire de Sophie, qu'elle a rencontrée lors d'un cours de yoga en 1982. Marc Beaumont, 26 ans, est le plus âgé et le plus expérimenté du groupe en matière de montagne. Originaire de Lourdes, il connaît les Pyrénées comme sa poche. Après son service militaire, il a travaillé pendant 2 étés comme guide occasionnel pour une association de randonnée locale. Grand, musclé, la barbe fournie, Marc incarne l'image du montagnard. Il travaille maintenant comme mécanicien dans un garage de Toulouse, mais ses week-ends et ses vacances sont toujours consacrés à la montagne. C'est un solitaire dans l'âme, mais il a trouvé dans ce groupe d'amis une famille de choix. Marc a perdu sa mère quand il avait 15 ans. Son père, Henri Beaumont, ancien militaire devenu gardien d'un refuge de montagne, lui a transmis son amour des sommets. Le groupe s'est soudé progressivement. Julien et Sophie ont intégré Antoine naturellement. Cécile les a rejoints par Sophie. Marc, c'est Julien qu'il a rencontré lors d'une randonnée en 1983 dans la vallée d'Ossau. Ils ont partagé un refuge bondé, discuté toute la soirée de leurs itinéraires préférés et une amitié solide est née. Depuis, Marc est devenu un membre à part entière du groupe. Ensemble, ils ont déjà réalisé plusieurs randonnées. Le tour du lac d'Ohaut en 1982, le pic du Midi de Bigorre en 1983. Chaque excursion renforce leurs liens, affine leurs connaissances mutuelles. Ils forment une équipe équilibrée, l'expertise technique de Julien et Marc, l'organisation de Sophie, l'enthousiasme de Cécile, la force tranquille d'Antoine. Au printemps 1984, lors d'une soirée dans l'appartement que Sophie partage avec 2 colocataires rue des Lois, ils décident de leur prochaine aventure. Marc propose un itinéraire ambitieux dans les Pyrénées ariégeoises, une zone moins fréquentée que les grands classiques touristiques. 4 jours de randonnée en autonomie complète, traversant des paysages variés. Forêts, alpages, crêtes rocheuses. Un défi à leur mesure. La préparation commence en avril. Julien étudie les cartes topographiques IGN au 1 sur 25 millième. Marc partage ses connaissances sur les refuges et les points d'eau. Sophie établit la liste du matériel nécessaire et coordonne les achats. Antoine, pragmatique, s'occupe de la logistique des transports. Cécile prépare la pharmacie de secours avec le sérieux d'une future médecin. Ils choisissent les dates, du 23 au 26 juillet. 4 jours qui leur permettront de partir un lundi matin, évitant ainsi la foule du week-end et de rentrer jeudi soir. Antoine et Marc ont négocié leur congé. Sophie et Cécile profitent de leurs vacances d'été. Julien peut s'absenter entre 2 périodes de travail sur son mémoire de maîtrise. Le point de départ, Massa, un petit village de l'Ariège d'environ 700 habitants, niché au cœur d'une vallée verdoyante. L'itinéraire prévu les mènera vers le cirque de Cagateil, puis ils traverseront vers le port d'Ola, descendront vers l'étang d'Alette, avant de boucler par le col de l'Astris. Une boucle d'environ 50 km, avec un dénivelé cumulé de près de 3500 mètres. Pas une randonnée pour débutants, mais largement dans leur capacité. Les familles sont informées. Gilberte Marchand, qui connaît bien ces montagnes, examine l'itinéraire et donne son approbation. André Lavigne, le père de Sophie, est plus inquiet. Sa fille n'a pas l'expérience de Marc ou Julien, mais Sophie le rassure, ils seront 5, bien équipés, et Marc connaît la région. Henri Beaumont, le père de Marc, est le seul à ne manifester aucune inquiétude. Pour lui, la montagne est la meilleure école de vie. Le samedi 21 juillet, une dernière réunion a lieu chez les parents de Julien. Ils vérifient ensemble le matériel. 5 sacs à dos de grande randonnée, tente, duvet, réchauds à gaz, cartes, boussole, lampe torche avec pile de rechange, vêtements adaptés à toutes les conditions météorologiques,
Nourriture lyophilisée pour 4 jours, barres énergétiques, fruits secs, 2 gourdes par personne, trousse de premier secours, couteau multifonction, cordes et mousquetons pour sécuriser certains passages. Marc apporte un ajout particulier, un enregistreur vocal Philips Compact qu'il a acheté quelques mois plus tôt. C'est un modèle à cassette, robuste, qu'il utilise habituellement pour enregistrer des notes lors de ses randonnées solitaires. Des observations sur la faune, la flore, les conditions météo, une habitude qu'il a prise pour documenter ses sorties. Il propose d'enregistrer quelques moments de leur aventure, créer une sorte de journal audio du voyage. L'idée amuse le groupe. Sophie trouve ça original. Julien, toujours pratique, note que cela pourrait avoir un intérêt géologique. Documenter vocalement les formations rocheuses qu'ils rencontreront. Le dimanche 22 juillet, la météo est vérifiée une dernière fois. Les prévisions annoncent un temps stable pour la semaine. Températures agréables, ciel dégagé, pas d'orage prévu. Parfait. Ce soir-là, chacun dans sa famille partage un dernier dîner. Gilbert Marchand donne à Julien quelques conseils de dernière minute sur la navigation en montagne. André Lavigne embrasse Sophie plus longtemps que d'habitude. Martine Lavigne glisse dans le sac de sa fille un petit sachet de ses cannelés préférés. Robert et Pauline Garnier rappellent à Antoine d'être prudent. Jean et Françoise Fontaine font promettre à Cécile d'appeler dès leur retour. Henri Beaumont, lui, se contente d'une poignée de main virile avec Marc et d'un simple conseil. Écoute la montagne. Le lundi 23 juillet au matin, Julien passe prendre Sophie à 6 heures. Ils récupèrent ensuite Cécile devant sa résidence, puis Antoine près de chez ses parents. Marc les attend au point de rendez-vous convenu, sur le parking du Capitole, avec sa vieille Renault 4 fourgonnettes. C'est lui qui conduira jusqu'à Massa. Le trajet dure environ 2h30. Ils traversent Saint-Giron, puis suivent la route sinueuse qui s'enfonce dans les vallées ariégeoises. L'ambiance est joyeuse. On plaisante, on chante des chansons de Renaud et de Goldman que diffuse l'autoradio. Sophie distribue les cannelés de sa mère. Marc conduit prudemment sur cette route de montagne qu'il connaît bien. Ils arrivent à Massat vers 9h. Le village est encore calme en ce lundi matin. Quelques habitants vaquent à leurs occupations. Une boulangerie exhale l'odeur du pain frais. Marc gare la fourgonnette sur un petit parking près de l'église. Ils enfilent leurs sacs, vérifient une dernière fois les sangles et les fermetures. 55 kilos de matériel réparti entre 5 personnes. Avant de partir, ils entrent dans le bar-tabac du village pour acheter quelques dernières provisions. Le patron, un homme d'une 60aine d'années au fort accent ariégeois, leur demande où ils vont. Marc lui explique leur itinéraire. L'homme hoche la tête. C'est un bon parcours, mais il faut respecter la montagne. La météo a l'air bonne, mais ça peut changer vite là-haut. Il le remercie pour ses conseils. À 9h30 précise, il quitte Massat par le sentier balisé qui monte vers le cirque de Kagateil. Sophie note l'heure de départ dans son carnet. C'est une habitude qu'elle a prise. Tout noter, tous les horaires, tous les lieux traversés. Julien ouvre la marche avec Marc. Antoine, Cécile et Sophie suivent. Le sentier est bien marqué. La forêt les enveloppe rapidement de son ombre fraîche. On entend le chant des oiseaux, le bruissement d'un ruisseau invisible. Le groupe est en excellente forme physique. Le rythme est soutenu, mais confortable. Après 2 heures de marche, ils sortent de la forêt et atteignent les alpages. La vue s'ouvre sur les sommets environnants. Le ciel est d'un bleu intense. Marc sort son enregistreur et capture leurs premières impressions. On entend leurs rires, leurs commentaires sur le paysage, l'excitation palpable de cette aventure qui commence. Personne ne sait encore que ces voix enregistrées deviendront les seuls témoins de ce qui va suivre. Personne n'imagine que ce simple enregistreur vocal, cet objet anodin, sera la clé qui permettra 27 ans plus tard de comprendre ce qui s'est réellement passé dans ces montagnes en juillet 1984. La première journée se déroule exactement comme prévu. Le groupe maintient un bon rythme, s'arrêtant régulièrement pour s'hydrater et admirer le paysage. Vers 13h, ils déjeunent près d'une source naturelle. Marc enregistre quelques minutes.
On les entend parler de la beauté des lieux, de la clarté de l'eau, des marmottes aperçues au loin. Sophie lit à haute voix un passage de son guide sur la géologie locale, ce qui fait rire Julien, qui corrige certaines informations périmées. À 17h30, ils atteignent leur premier bivouac prévu, un replat herbeux près du cirque de Kagateil, à environ 1800 mètres d'altitude. Ils montent les 2 tentes, une pour les filles, une pour les garçons. Marc et Antoine s'occupent de préparer le dîner sur les réchauds à gaz. Julien part chercher de l'eau à une source proche. Sophie et Cécile organisent l'espace commun. Le soir tombe doucement sur les montagnes. La température baisse mais reste agréable. Ils dînent ensemble, assis en cercle sur leur tapis de sol. Les conversations dérivent vers leurs projets d'avenir. Antoine évoque le poste qu'on lui a proposé dans un bureau d'études à Paris, mais il hésite à quitter Toulouse. Sophie parle de son envie d'enseigner dans une petite école de campagne, plutôt qu'en ville. Cécile raconte ses premières gardes à l'hôpital, les émotions intenses de voir la vie et la mort de si près. Julien explique sa passion pour la volcanologie, son rêve de participer à des expéditions scientifiques. Marc, lui, reste silencieux. Quand on lui demande ses plans, il hausse les épaules. La montagne, dit-il, c'est là qu'il est chez lui. Marc enregistre une partie de cette soirée. Dans le fond, on entend le vent léger, le bruissement des sacs de couchage, les rires spontanés. L'ambiance est détendue, complice. Ce sont des moments d'amitié pure, de cette intimité qui se crée quand on partage l'isolement de la montagne. Vers 22h, ils se retirent dans leurs tentes respectives. Sophie note dans son carnet « Première journée parfaite, 19 kilomètres parcourus, tout le monde en forme. Julien est heureux, je le vois dans ses yeux. Demain, le port d'Ola. Le mardi 24 juillet, ils se réveillent à 6h avec le lever du soleil. Le ciel est dégagé. Après un petit déjeuner rapide, ils plient le camp et reprennent la marche vers 8h. L'objectif du jour, franchir le port d'Ola, un col à 2100 mètres d'altitude, puis descendre vers l'étang d'Alais où ils bivouaqueront. La montée vers le col est plus technique que prévu. Le sentier, par endroits, s'efface dans les éboulis. Marc et Julien, en tête, doivent parfois chercher le bon passage. Mais le groupe gère bien. Vers midi, ils atteignent le port d'Ola. La vue est spectaculaire. On peut voir, au loin, les sommets enneigés de la chaîne frontalière avec l'Espagne. Ils déjeunent au col, profitant du soleil et de la vue panoramique. Marc enregistre leurs impressions. Cécile raconte une blague qui fait exploser de rire tout le groupe. Antoine filme avec sa petite caméra Super 8 quelques secondes de cette pause au sommet. Ce sont des instants de bonheur simple, cette euphorie particulière que procure l'altitude et l'effort partagé. La descente vers l'étang d'Alais commence vers 14h. Le sentier plonge dans une vallée encaissée. La végétation change rapidement. On passe des zones rocheuses aux prairies alpines, puis à des forêts de pins. Le terrain est plus glissant que prévu. Des plaques d'herbe mouillées, des rochers instables. Il faut redoubler d'attention. Vers 16h, alors qu'ils traversent une zone forestière dense, Antoine glisse sur une pierre humide. Il tombe lourdement sur le côté. Un cri de douleur. Le groupe s'arrête immédiatement. Cécile, avec ses réflexes de futur médecin, examine rapidement Antoine. Sa cheville gauche a enflé. Entorse probablement. Peut-être une fracture. Impossible de le savoir sans radiographie. Antoine tente de minimiser. « Ce n'est rien, dit-il, ça va passer. » Mais quand il essaie de poser le pied au sol, la douleur est trop intense. Il ne peut pas marcher normalement. Cécile improvise une attelle, avec des branches et des bandages de la trousse de secours. Elle lui donne des anti-inflammatoires. Marc sort son enregistreur. On l'entend demander à Antoine de décrire ce qu'il ressent, pour documenter la situation. La voix d'Antoine est tendue mais contrôlée. Il explique la chute, la douleur, son incapacité à appuyer sur le pied. On entend ensuite une discussion entre les 5 amis. Plusieurs options sont débattues. Première possibilité, descendre tous ensemble vers le village le plus proche pour obtenir de l'aide. Mais d'après la carte, ils sont à au moins 15 kilomètres de toute habitation et le terrain est difficile.
Avec Antoine blessé, cela prendrait des heures, peut-être toute la nuit. Deuxième possibilité. 2 personnes descendent chercher les secours pendant que les 3 autres restent avec Antoine. Troisième possibilité, ils continuent jusqu'à l'étang d'Alais, qui n'est plus qu'à 3 kilomètres, installent un campement confortable, et ensuite 2 personnes descendent vers la vallée le lendemain matin pour alerter les secours. Après discussion, c'est la troisième option qui l'emporte. L'étang d'Alais offre un point d'eau, un espace dégagé pour un hélicoptère éventuel, et c'est sur leur itinéraire. Antoine peut tenir jusque-là en s'appuyant sur Marc et Julien. Une fois au campement, ils décideront de la meilleure stratégie. Le groupe se remet en marche, mais le rythme est considérablement ralenti. Marc et Julien encadrent Antoine, le soutenant à chaque pas. Sophie et Cécile portent le sac d'Antoine réparti entre elles. 3 kilomètres qui normalement prendraient 1 heure leur en prennent maintenant près de 3. Ils atteignent l'étang d'Alais vers 19 heures. C'est un lieu magnifique, un petit lac de montagne entouré de mélèzes dans un cirque naturel, mais ils sont trop préoccupés pour l'apprécier. Ils installent rapidement le camp. Antoine s'allonge immédiatement, la cheville surélevée comme Cécile le lui a ordonné. Une nouvelle réunion a lieu. Marc consulte la carte avec Julien. Pour rejoindre une zone habitée, il faut descendre vers la vallée du Garbet, compter au moins 6 à 7 heures de marche. L'idée serait que 2 personnes partent tôt le lendemain matin, pendant qu'il fait encore frais, et alertent les gendarmes du village le plus proche. Les secours en montagne pourraient alors être organisés. Mais qui devrait partir? Marc se porte volontaire immédiatement. Il connaît le terrain, il est le plus expérimenté. Julien veut l'accompagner. Il est en excellente forme physique, et à 2, c'est plus sûr. Sophie s'inquiète de les laisser partir seuls, et si quelque chose leur arrivait? Cécile fait remarquer qu'elle doit rester pour surveiller l'état d'Antoine. Sophie, alors, pourrait accompagner l'un des 2 garçons? Non, répond Marc. Sophie n'a pas l'expérience suffisante pour cette descente rapide dans un terrain difficile. La discussion s'éternise. Marc enregistre une partie de cet échange. On perçoit la tension qui monte, les voix qui se durcissent légèrement, la fatigue qui transparaît. Finalement, une décision est prise. Marc et Julien partiront à l'aube. Sophie, Cécile et Antoine resteront au campement. Ils ont assez de nourriture et d'eau pour plusieurs jours si nécessaire. Le temps est stable. Il n'y a pas de danger immédiat. Sophie n'est pas entièrement convaincue, mais elle accepte. Dans son carnet ce soir-là, elle écrit « Antoine blessé, situation compliquée. Julien et Marc partiront demain chercher de l'aide. J'ai peur, mais je ne veux pas le montrer. Julien me rassure, dit que tout ira bien. Je veux le croire. » La nuit du 24 au 25 juillet est agitée. Antoine dort mal, réveillé par la douleur malgré les antalgiques. Dans la tente des garçons, Marc et Julien préparent mentalement leur descente du lendemain. Dans celle des filles, Sophie et Cécile chuchotent longuement avant de s'endormir. Le mercredi 25 juillet, Julien et Marc se lèvent avant l'aube, vers 5h30. Ils préparent leur sac avec le strict minimum. Eau, quelques provisions, lampes, cartes, boussoles, trousses de premiers secours basiques. Ils laissent le reste du matériel au camp. Avant de partir, Julien embrasse longuement Sophie. Il lui promet qu'ils seront de retour avec les secours avant la fin de la journée. Marc serre la main d'Antoine, fait un signe à Cécile, puis les 2 hommes s'éloignent dans la pénombre du petit matin. Sophie, Cécile et Antoine les regardent disparaître dans la forêt. Puis ils retournent aux tentes. La journée sera longue, ils le savent. Il faut s'occuper, rester positif. Cécile change le bandage d'Antoine. Sophie prépare un petit déjeuner. Ils discutent de tout et de rien, essayant de ne pas penser à la situation. Les heures passent. Le soleil monte dans le ciel. La matinée est belle. Vers midi, ils déjeunent sans grand appétit. Antoine somnole, sous l'effet des antalgiques. Sophie et Cécile marchent autour de l'étang, parlent de leur vie, de leurs rêves. C'est une conversation de femmes, intime, dans laquelle elles évoquent leurs doutes, leurs peurs, leurs espoirs. L'après-midi s'étire, 15 heures, 16 heures, 17 heures. Toujours aucun signe de Julien et Marc. Sophie commence à s'inquiéter sérieusement. Selon les calculs, ils auraient dû atteindre la vallée en début d'après-midi.
Même en comptant le temps pour alerter les secours et organiser une intervention, quelque chose devrait se passer. Un hélicoptère, des voix dans la montagne, quelque chose, 18 heures, 19 heures. Le soleil commence à décliner. Sophie ne tient plus en place. Elle marche de long en large. Cécile tente de la rassurer. Peut-être que la descente a pris plus de temps que prévu. Peut-être que les secours attendent demain matin pour intervenir, la nuit tombant bientôt. Il faut être patient. 20 heures, 21 heures. La nuit tombe. Toujours rien. Les trois amis se réunissent autour du réchaud. Personne n'a faim, mais ils forcent à manger un peu. Antoine, malgré sa douleur, tente de dédramatiser. Julien et Marc sont des gars solides, expérimentés. Ils ont probablement jugé plus prudent de passer la nuit en vallée et de revenir avec les secours au petit matin. C'est logique. Mais dans la voix d'Antoine, dans celle de Sophie, dans celle de Cécile, on sent l'inquiétude qui grandit. Quelque chose ne va pas. Ils le sentent tous les trois, même s'ils ne le disent pas clairement. Cette nuit-là, personne ne dort vraiment. Sophie reste éveillée des heures, fixant l'obscurité, tendant l'oreille au moindre bruit. Mais il n'y a que le vent dans les arbres, le clapotis de l'eau du lac, les craquements normaux de la montagne nocturne. Le jeudi 26 juillet, jour prévu de leur retour à Toulouse, se lève sur un campement anxieux. Julien et Marc ne sont toujours pas revenus. Aucun signe des secours. Sophie, Cécile et Antoine sont maintenant véritablement inquiets. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ils discutent de ce qu'ils doivent faire. Antoine suggère que Sophie et Cécile descendent à leur tour chercher de l'aide, le laissant seul au campement. Mais les deux jeunes femmes refusent, catégoriquement. Laisser Antoine seul, blessé, dans la montagne? Hors de question. Et puis, si Julien et Marc n'ont pas réussi à faire passer le message, pourquoi elles réussiraient? Il y a peut-être un problème avec l'itinéraire, une difficulté qu'ils n'avaient pas anticipée. La matinée passe dans l'attente et l'angoisse. Midi arrive. Toujours rien. Sophie a presque épuisé les pages de son carnet à force d'écrire ses pensées, ses peurs, ses prières silencieuses. Vers 14 heures, ils entendent un bruit au loin. Un moteur? Un hélicoptère? Ils sortent précipitamment des tentes, scrutent le ciel. Mais non, c'était juste le grondement lointain d'un orage dans les montagnes voisines. Fausse alerte. Sophie fond en larmes. Cécile la prend dans ses bras. En fin d'après-midi, une décision s'impose. Ils ne peuvent plus attendre. Demain matin, vendredi 27 juillet, Sophie et Cécile descendront chercher les secours, qu'Antoine le veuille ou non. Elles le laisseront avec suffisamment de provisions et d'eau. Elles marqueront le chemin. Elles reviendront avec de l'aide le plus vite possible. Ce soir-là, le moral est au plus bas. Où sont Julien et Marc? Que leur est-il arrivé? Les trois amis restés au campement n'ont aucune réponse. Juste des questions et une peur grandissante. Le vendredi 27 juillet ne verra jamais Sophie et Cécile partir comme prévu. Parce que cette nuit-là, quelque chose va se produire qui changera tout. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faudra attendre 27 ans et la découverte fortuite d'un petit enregistreur vocal dans la boue et les rochers. Pendant ce temps, dans la vallée, l'inquiétude monte également. Le jeudi 26 juillet au soir, quand les 5 amis ne se présentent pas au point de rendez-vous convenu à Massat, les premières alarmes sonnent. Marc avait laissé les clés de sa fourgonnette au patron du bar tabac en lui indiquant qu'il reviendrait les chercher jeudi en fin de journée. À 20 heures, voyant que personne n'est venu, l'homme commence à trouver cela étrange. À 22 heures, il appelle la gendarmerie locale. Le vendredi 27 juillet au matin, les familles sont alertées. Gilbert et Monique Marchand reçoivent l'appel à 8 heures. Leur fils et ses amis n'ont pas donné signe de vie. La gendarmerie organise les premières recherches. André et Martine Lavigne arrivent de Muret dans l'après-midi. Robert et Pauline Garnier prennent la route depuis Toulouse. Jean et Françoise Fontaine foncent depuis Carcassonne. Henri Beaumont, le père de Marc, est déjà sur place, ayant été prévenu en premier. Les recherches officielles commencent le vendredi après-midi. Une équipe du peloton de gendarmerie de haute montagne est déployée. Des bénévoles locaux se joignent à eux. L'itinéraire prévu par le groupe est connu. Marc l'avait décrit en détail au patron du bar tabac.
Les secouristes suivent le sentier vers le cirque de Kagateï. Le samedi 28 juillet, les recherches s'intensifient. Un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone. Des équipes au sol progressent sur tous les sentiers possibles. Ils trouvent les traces du premier bivouac près du cirque de Kagateï, les cendres d'un feu, des empreintes de tentes dans l'herbe écrasée, quelques déchets. Preuve que le groupe est bien passé par là. Dimanche 29 juillet, les recherches continuent. L'hélicoptère repère l'étang d'Alais depuis les airs. Une équipe est héliportée sur place. Ils découvrent le campement. 2 tentes encore montées. Du matériel éparpillé, des sacs de couchage, de la nourriture, mais aucune trace des 5 jeunes. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés. L'enquête prend une tournure plus sombre. La brigade de recherche de Saint-Giron prend le relais. Des investigations approfondies sont menées. Les témoignages sont recueillis. Le patron du bar tabac de Massat décrit le groupe. 5 jeunes en bonne santé, bien équipés, de bonne humeur. Rien d'inquiétant. Des randonneurs expérimentés ont examiné l'itinéraire prévu. C'est un parcours exigeant mais pas dangereux pour des personnes ayant leur niveau. Les jours deviennent des semaines. Les recherches se poursuivent, méthodiques, exhaustives. Chaque sentier, chaque ravin, chaque zone rocheuse est inspectée. Des plongeurs explorent l'étang d'Alais, des spéléologues vérifient les grottes et avennes de la région. Des équipes cynophiles avec des chiens parcourent les forêts. Rien, absolument rien. Aucun corps, aucun vêtement, aucun sac, aucune trace d'accident. C'est comme si les 5 amis avaient quitté leur campement et avaient disparu dans l'air. Les semaines deviennent des mois. Août, septembre, octobre 1984. Les recherches actives sont progressivement réduites, mais l'enquête reste ouverte. Les familles refusent d'abandonner. Elles organisent leurs propres recherches, retournent régulièrement dans les Pyrénées, interrogent les habitants, placardent des affiches. Gilbert Marchand prend un congé sans solde de son usine. Il passe des semaines entières dans les montagnes, marchant des kilomètres chaque jour, scrutant chaque recoin. Sa femme Monique s'inquiète pour sa santé, mais elle comprend. Ne pas savoir, c'est pire que tout. Henri Beaumont, le père de Marc, fait de même. Ces 2 hommes, liés par la montagne et maintenant par le drame, arpentent ensemble les sentiers, espérant un signe, un indice, n'importe quoi. André et Martine Lavigne ferment temporairement leur boulangerie. Ils ne peuvent pas travailler, pas maintenant. Leur fille unique a disparu. La maison de Muret, autrefois remplie de rires et de l'odeur du pain frais, est devenue silencieuse, froide. Martine passe des heures à lire et relire les lettres que Sophie lui envoyait, à regarder des photos, à pleurer. Robert et Pauline Garnier vieillissent de 10 ans en quelques mois. Leur fils unique, leur fierté, leur avenir, volatilisé. Robert abandonne son cabinet d'architecte. Les plans et les projets n'ont plus aucun sens. Pauline continue à enseigner, mais mécaniquement, comme un automate. Ses collègues la trouvent changée, éteinte. Jean et Françoise Fontaine, eux, doivent gérer leur douleur tout en s'occupant de leurs 2 autres enfants. Les frères cadets de Cécile, 14 et 12 ans, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Où est leur grande sœur? Pourquoi maman pleure-t-elle tout le temps? La famille déménage de Carcassonne. Les souvenirs sont trop douloureux. En novembre 1984, les recherches officielles sont officiellement suspendues. Les conditions hivernales rendent les opérations trop dangereuses. Au printemps, disent les gendarmes, si de nouveaux éléments apparaissent, les recherches reprendront. Les familles savent ce que cela signifie. Sans corps, sans preuve de décès, leurs enfants restent officiellement disparus. Dans un statut juridique incertain, entre vie et mort, l'hiver passe. Un hiver terrible pour les 5 familles. Noël 1984 est une torture. Les places vides à table, les cadeaux non offerts, les traditions brisées. Au printemps 1985, dès que la neige fond, Gilbert Marchand et Henri Beaumont retournent dans les Pyrénées. Ils refont l'itinéraire, encore et encore. Ils interrogent les bergers qui remontent aux alpages, les premiers randonneurs de la saison. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien trouvé. Les années passent. 1986, 1987, 1988.
Le dossier de la disparition des 5 jeunes de Toulouse reste ouvert à la gendarmerie de Saint-Giron, mais il n'y a plus d'activité réelle. De temps en temps, un nouveau gendarme affecté au poste le consulte, secoue la tête devant ce mystère inexpliqué, puis le referme. En 1989, 5 ans après la disparition, une cérémonie commémorative est organisée à Massat. Les familles se retrouvent. C'est la première fois qu'elles sont toutes réunies depuis les recherches initiales. Une plaque est posée à l'entrée du village en mémoire des 5 jeunes disparus. À Julien, Sophie, Antoine, Cécile et Marc, partis en montagne en juillet 1984. Jamais oublié. Cette cérémonie marque un tournant. Les familles commencent, très lentement, très douloureusement, à accepter qu'elles ne sauront peut-être jamais. Accepter n'est pas oublier, mais c'est apprendre à vivre avec le vide. Les années 90 arrivent. Gilbert Marchand est retourné travailler à l'usine, mais il est diminué, fatigué. Monique a repris son poste d'infirmière. Leurs 2 autres enfants ont grandi, sont devenus adultes, ont fondé leur propre famille. Mais l'absence de Julien est toujours là, comme une plaie qui ne cicatrise jamais vraiment. André et Martine Lavigne ont rouvert leur boulangerie à Muret, mais leur joie de vivre ne reviendra jamais complètement. Ils sourient aux clients, pétrissent leur pain, décorent leurs gâteaux, mais leurs yeux restent tristes. Dans leur maison, la chambre de Sophie est restée intacte, comme un sanctuaire. Henri Beaumont a pris sa retraite et vit seul dans son refuge de montagne. Il parle peu, marche beaucoup et regarde souvent vers les sommets où son fils a disparu. Robert Garnier est décédé en 1993 d'une crise cardiaque. Le médecin a dit que c'était son cœur, mais Pauline sait que c'était le chagrin. On peut mourir d'un cœur brisé. Pauline a pris sa retraite anticipée et vit désormais chez sa sœur à Bordeaux. Jean et Françoise Fontaine ont reconstruit leur vie à Montpellier. Leurs 2 fils ont bien grandi. L'un est devenu professeur comme ses parents, l'autre ingénieur. Mais Cécile reste le sujet dont on ne parle pas vraiment. La sœur disparue, le fantôme de la famille. Les années 2000 arrivent. L'affaire des 5 disparus de 1984 est devenue une sorte de légende locale dans les Pyrénées ariégeoises. Les vieux habitants racontent l'histoire aux nouveaux venus. Les randonneurs, quand ils passent par l'étang d'Alette, murmurent parfois le nom des 5 jeunes qui ont disparu ici il y a si longtemps. En 2004, 20 ans après les faits, un journaliste de la Dépêche du Midi fait un article sur les grandes disparitions inexpliquées de la région. Le cas des 5 amis y figure en bonne place. Le journaliste a interviewé les familles. Gilbert Marchand, maintenant âgé de 70 ans, dit simplement « Je veux savoir ce qui s'est passé avant de mourir. C'est tout ce que je demande. Savoir. » L'article ne mène à rien de nouveau, mais il ravive le souvenir dans la mémoire collective. Les années continuent de défiler. 2005, 2006, 2007, le monde change. Les téléphones portables deviennent omniprésents. Internet transforme les communications. Le GPS rend la navigation en montagne plus sûre. On se dit que si cette disparition avait eu lieu maintenant, avec toute cette technologie, peut-être que l'issue aurait été différente. 2008, 2009, 2010. Gilbert Marchand a 84 ans. Sa santé décline. Il sait qu'il ne verra probablement jamais la résolution de ce mystère. André Lavigne est décédé en 2009. Martine vit seule dans leur maison de Muret. Henri Beaumont est toujours dans son refuge. Maintenant très âgé, mais toujours solide comme un roc de montagne. Et puis vient l'hiver 2010-2011. L'hiver 2010-2011 est particulièrement rude dans les Pyrénées. Les chutes de neige sont abondantes dès novembre. En décembre, certains cols sont fermés. En janvier, des avalanches se déclenchent dans plusieurs secteurs. Février apporte son lot de tempêtes. Et puis, en mars, arrive le dégel. Un dégel brutal, accompagné de pluies torrentielles qui transforment la fonte des neiges en véritable torrent. Le 14 mars 2011, après 3 jours de pluies incessantes, plusieurs glissements de terrain sont signalés dans la région de l'Ariège. Des routes sont coupées, des habitations menacées. Les services départementaux déclenchent des opérations d'urgence.
Les équipes du service de restauration des terrains en montagne sont mobilisées pour évaluer les dégâts et sécuriser les zones à risque. Le 18 mars, une équipe de 4 ouvriers est envoyée dans la zone du cirque de Kagatei. Un important glissement de terrain s'est produit sur un versant, emportant des tonnes de roches et de terre. Il faut évaluer les risques d'autres éboulements, installer des filets de protection si nécessaire, sécuriser les sentiers de randonnée avant la saison estivale. Parmi ces ouvriers se trouve Thomas Durand, 38 ans, employé des services techniques depuis 15 ans. C'est un homme méticuleux, habitué aux interventions en montagne. Ce matin-là, avec ses collègues, il examine le terrain bouleversé par le glissement. Des milliers de mètres cubes de terre et de pierre se sont déplacés, créant un paysage chaotique. Vers 11 heures, alors qu'il progresse dans la zone d'éboulement, Thomas remarque quelque chose qui brille au soleil entre les rochers. Un éclat métallique. Sa première pensée. Peut-être un vieux piquet de signalisation, un bout de clôture, mais par curiosité professionnelle, il s'approche. Ce qu'il découvre le laisse perplexe. C'est un petit appareil rectangulaire, métallique, couvert de boue séchée. Thomas le ramasse, l'essuie avec son gant. Un enregistreur vocal, un modèle ancien qu'il ne reconnaît pas immédiatement, mais qui évoque les années 80. L'objet est remarquablement bien conservé, sans doute protégé par sa position entre les roches, à l'abri de l'eau directe, mais bénéficiant d'un environnement stable. Thomas appelle ses collègues. « Regardez ce que j'ai trouvé ». Les 4 hommes examinent l'enregistreur. L'un d'eux, plus âgé, reconnaît le modèle, un Philips de la gamme professionnelle des années 80. Costaud, fiable. Le compartiment à cassette semble intact. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Avec précaution, Thomas ouvre le compartiment. Une cassette. Protégée par le boîtier, elle paraît en relativement bon état. Mais personne ne sait si elle est encore lisible après toutes ces années en montagne. De retour à leur base de Massat, en fin d'après-midi, Thomas mentionne sa découverte au chef d'équipe. Celui-ci hausse les épaules. Probablement un randonneur qui a perdu son matériel il y a des années. Mais Thomas hésite. Il y a quelque chose qui le tracasse. Cet enregistreur a été retrouvé dans une zone très difficile d'accès, presque inaccessible. Comment est-il arrivé là? Et surtout, pourquoi cette découverte lui semble-t-elle importante? Le soir même, chez lui, Thomas ne peut s'empêcher de penser à cet objet. Il fait des recherches sur Internet. Enregistreurs vocaux. Philips, années 80. Disparition dans les Pyrénées. Et c'est là qu'il tombe sur un article de 2004, celui de la Dépêche du Midi sur les grandes disparitions inexpliquées de la région. Les 5 jeunes de Toulouse disparus en juillet 1984. L'article mentionne que le groupe était bien équipé, qu'ils avaient du matériel d'enregistrement. Thomas sent son cœur s'accélérer. Et si cet enregistreur appartenait à l'un d'eux? Et si, après 27 ans, il venait de trouver la première trace concrète de ces 5 disparus? Le lendemain matin, 19 mars, Thomas se rend directement à la gendarmerie de Saint-Giron. Il demande à parler à quelqu'un au sujet d'une vieille affaire. On le fait patienter, puis on l'introduit dans un bureau. Le capitaine Sylvain Mercier, 45 ans, chef de la brigade de recherche, le reçoit. Thomas explique sa découverte, montre l'enregistreur, fait le lien avec la disparition de 1984. Le capitaine Mercier écoute attentivement. Il n'était pas en poste en Ariège en 1984, mais il connaît l'affaire. Tout gendarme de la région la connaît. C'est l'une des énigmes non résolues de la gendarmerie locale. 5 jeunes volatilisés sans la moindre trace. Il examine l'enregistreur, note le lieu exact de la découverte, remercie Thomas pour sa vigilance. Dès que Thomas est parti, Mercier sort le dossier de l'affaire des archives. Un épais dossier poussiéreux. Il le feuillette, cherchant les détails du matériel que possédait le groupe. Page 42, il trouve « Inventaire du matériel retrouvé au campement de l'étang d'Alais. Manquant, un enregistreur vocal marque Philips, propriété de Marc Beaumont, selon témoignage de son père. » Mercier sent l'adrénaline monter. C'est bien l'enregistreur des disparus. 27 ans après, un élément concret refait surface. Il faut écouter cette cassette, mais il faut d'abord la manipuler avec précaution. C'est une pièce à conviction potentiellement cruciale. Le 20 mars,
L'enregistreur et sa cassette sont envoyés au laboratoire de police scientifique de Toulouse. Des techniciens spécialisés dans la restauration de supports anciens prennent en charge l'objet, leur diagnostic. La cassette est étonnamment bien conservée. Le boîtier de l'enregistreur a protégé la bande magnétique de l'humidité directe. Il y a une très bonne chance que le contenu soit récupérable, au moins partiellement. Le 23 mars, les techniciens procèdent à une première écoute. Dans une salle sécurisée, avec du matériel adapté, ils lancent la lecture, un grésillement, puis des voix jeunes, des rires, des conversations. C'est audible, c'est exploitable. Le capitaine Mercier est immédiatement informé. Il fait le déplacement à Toulouse le jour même. Dans le laboratoire, il écoute les premiers passages. Son visage se tend. Ce qu'il entend est incroyable. Les derniers moments des 5 disparus, enregistrés, préservés pendant 27 ans dans la montagne. Il faut numériser tout le contenu, le transcrire, l'analyser. Mais il faut aussi prévenir les familles. Après toutes ces années, enfin, peut-être qu'ils vont avoir des réponses. Le 25 mars 2011, les familles des 5 disparus reçoivent un appel de la gendarmerie. Un appel qu'ils n'espéraient plus. Un enregistreur vocal appartenant à Marc Beaumont a été retrouvé. Il contient des enregistrements. L'enquête est rouverte. Gilbert Marchand, maintenant âgé de 85 ans, en apprenant la nouvelle, se met à pleurer. Après 27 ans. 27 ans d'attente. Enfin, peut-être, la vérité. Martine Lavigne, seule dans sa maison de Muret, s'effondre sur une chaise. Les mains tremblantes, elle appelle sa belle-sœur. Ils ont trouvé quelque chose. Après toutes ces années, ma Sophie, peut-être que je vais enfin savoir ce qui lui est arrivé. Henri Beaumont, dans son refuge de montagne, reçoit la nouvelle avec un calme apparent. Mais ceux qui le connaissent bien voient ses yeux s'embuer. Son fils, le magnétophone de son fils. Il se souvient du jour où Marc l'avait acheté, tout fier de son nouvel outil pour documenter ses randonnées. Pauline Garnier, à Bordeaux, doit s'asseoir quand sa sœur lui annonce « Antoine ». Son Antoine, des enregistrements de sa voix. Elle va pouvoir l'entendre à nouveau, après si longtemps. Françoise Fontaine, à Montpellier, appelle immédiatement son mari. Jean décroche, entend le tremblement dans sa voix, comprend que quelque chose d'important vient de se produire. Quand elle lui explique, il reste silencieux un long moment. Puis il dit simplement « Notre petite Cécile ». On va enfin savoir. Les jours suivants, le capitaine Mercier et son équipe travaillent d'arrache-pied. Les enregistrements sont numérisés intégralement. La cassette contenait environ 90 minutes d'enregistrement, répartis sur plusieurs séquences. Certains passages sont d'excellente qualité, d'autres plus dégradés. Mais dans l'ensemble, c'est remarquablement audible. Une transcription complète est établie. Chaque voix est identifiée grâce aux témoignages des familles qui reconnaissent leurs enfants. Marc, avec sa voix grave et posée, Julien, avec son ton enthousiaste quand il parle de géologie, Sophie, avec son rire cristallin, Antoine, avec son accent toulousain prononcé, Cécile, avec sa voix dynamique et chaleureuse. Le capitaine Mercier écoute et réécoute les enregistrements. Il prend des notes, établit une chronologie. Et ce qu'il découvre est bouleversant. Ces enregistrements racontent une histoire terrifiante. Le 1er avril 2011, Mercier convoque les familles à la gendarmerie de Saint-Giron pour une réunion d'information. C'est une journée grise, pluvieuse. Dans la salle de réunion, 7 personnes sont rassemblées. Gilbert Marchand, très âgé, soutenu par sa fille. Martine Lavigne, le visage marqué par l'âge et le chagrin. Henri Beaumont, toujours droit malgré ses 90 ans. Pauline Garnier, venue de Bordeaux, Jean et Françoise Fontaine, de Montpellier, et un représentant de la famille d'Antoine, son cousin Germain. Mercier les accueille avec gravité. Il explique les circonstances de la découverte, l'état de l'enregistreur, le contenu de la cassette. Puis il leur demande s'ils sont prêts à entendre ce que leurs proches ont enregistré dans leurs derniers jours. Certains hochent la tête, incapables de parler. D'autres murmurent un oui à peine audible. Tous veulent savoir, même si la vérité risque d'être douloureuse. Mercier lance la lecture du premier enregistrement.
La voix de Marc résonne dans la pièce silencieuse. 23 juillet, 9h30, départ de Massat, météo parfaite, on est tous excités comme des gosses. Dans la salle, Martine Lavigne porte une main à sa bouche. Henri Beaumont ferme les yeux. C'est la voix de Marc. Après 27 ans, vivante, jeune, pleine d'espoir. Les enregistrements se succèdent. Les premières heures de marche, les commentaires sur le paysage, les plaisanteries, l'arrivée au premier bivouac, la soirée autour du feu, tout cela est normal, heureux, insouciant. Les familles pleurent doucement en entendant ces voix qu'elles croyaient perdues à jamais. Puis vient l'enregistrement du 24 juillet. La voix d'Antoine. « Je viens de me fouler la cheville. Putain, ça fait mal. » On entend la discussion sur ce qu'ils doivent faire. Les options débattues, la décision finale. Julien et Marc descendront chercher de l'aide. Le capitaine Mercier fait une pause. Il regarde les familles. Ce qui va suivre, explique-t-il, est plus difficile. Les enregistrements deviennent plus tendus, plus inquiétants. Ils peuvent arrêter à tout moment s'ils le souhaitent. Mais tous veulent continuer. Ils sont allés trop loin pour s'arrêter maintenant. L'enregistrement suivant est daté du 25 juillet au soir. C'est la voix de Sophie, anxieuse. « Marc, tu enregistres ? Bon, il est 20h. Julien et toi êtes partis ce matin à l'aube. Vous devriez être revenus avec les secours. Mais il ne s'est rien passé. On est inquiet, très inquiet. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Un silence dans la salle de réunion. Gilbert Marchand demande d'une voix tremblante. Alors Julien et Marc sont bien partis chercher de l'aide. Mercier hoche la tête. Oui, mais ils ne sont jamais arrivés en vallée, ou s'ils sont arrivés, ils n'ont pas pu donner l'alerte. L'enregistrement continue. La voix de Cécile. On ne sait pas quoi faire. Laisser Antoine seul et descendre à notre tour, rester ici et attendre encore. On a peur. Pour vous deux, pour nous, pour tout. Puis un autre enregistrement, le 26 juillet au matin. La voix d'Antoine affaiblie par la douleur et les médicaments. Deuxième jour sans nouvelles. Ma cheville empire. Sophie et Cécile veulent descendre chercher les secours, mais je refuse qu'elles me laissent seule. On ne comprend pas. Julien et Marc sont des gars solides. Que s'est-il passé? Le capitaine Mercier arrête la lecture. Il explique aux familles que les enregistrements suivants vont révéler ce qui s'est réellement passé. Mais pour comprendre, il faut d'abord qu'il leur explique quelque chose d'important. Les enquêteurs de 1984 ont concentré leurs recherches sur la zone entre l'étang d'Alette et les vallées habitées, pensant que Julien et Marc avaient tenté de descendre et avaient eu un accident. Mais ils n'ont jamais rien trouvé. Et maintenant, avec ce nouvel élément, Mercier a une théorie différente. L'enregistreur a été trouvé dans la zone du cirque de Cagateille. Pas près de l'étang d'Alais, pas sur les sentiers de descente vers la vallée, mais dans la zone du premier bivouac, là où tout avait commencé. Qu'est-ce que cet enregistreur faisait là? Comment est-il arrivé à cet endroit? Mercier reprend la lecture. Un enregistrement daté du 26 juillet au soir. Mais cette fois, ce n'est pas la voix de Sophie, Cécile ou Antoine. C'est la voix de Marc. Une voix tendue, essoufflée. On est perdu. Complètement perdu. On a essayé de descendre vers la vallée, mais on s'est trompé de sentier. On est dans un secteur qu'on ne reconnaît pas. La brume est tombée. On ne voit plus rien. Julien pense qu'on devrait revenir sur nos pas, mais on ne sait plus exactement par où on est venu. Dans la salle, un silence glacial. Henri Beaumont demande « Ils se sont perdus. » Marc, qui connaissait ces montagnes par cœur, s'est perdu. Mercier explique. Ça arrive, même aux plus expérimentés. Surtout quand on est pressé, stressé, quand on prend des décisions rapides sans avoir le temps de bien vérifier. Les conditions météo ont pu changer rapidement. Un brouillard soudain et même le meilleur guide peut perdre ses repères. L'enregistrement continue. La voix de Julien, « On va bivouaquer ici pour la nuit. Demain matin, avec la lumière, on retrouvera notre chemin. On a de l'eau, un peu de nourriture. Ça va aller. » Puis un autre enregistrement, le 27 juillet au matin. Marc, le brouillard s'est levé. On voit où on est maintenant. Putain, on est vraiment loin de là où on pensait être. On a dû faire au moins 10 kilomètres dans la mauvaise direction hier. On va mettre toute la journée pour revenir vers l'étang. La voix de Julien en arrière-plan.
Il faut qu'on y retourne. Sophie, Cécile et Antoine doivent être morts d'inquiétude. Et Antoine a besoin de soins. Un autre enregistrement plus tard le même jour. La voix de Marc épuisée. On marche depuis ce matin. On progresse, mais le terrain est difficile. On n'a presque plus d'eau. Julien a glissé il y a 1 heure, il s'est fait mal au genou. On continue quand même. Il faut qu'on revienne vers les autres. Puis le silence. Plus d'enregistrements de Marc et Julien. Mercier arrête la lecture. Il laisse les familles absorber ces informations. Gilbert Marchand pleure ouvertement. Son fils n'a pas abandonné. Il a essayé de revenir. Ils ont essayé tous les deux. Mais Mercier n'a pas fini. Il y a d'autres enregistrements. Des enregistrements faits par Sophie, Cécile et Antoine, pendant que Marc et Julien tentaient de revenir. Le 27 juillet au soir. La voix de Sophie brisée. Ça fait 3 jours. 3 jours qu'ils sont partis. On ne peut plus attendre. Demain matin, Cécile et moi, on descend. Antoine reste ici. On n'a pas le choix. S'il arrive quelque chose, il faut qu'au moins quelqu'un puisse donner l'alerte. La voix de Cécile. Antoine, si on ne revient pas dans les 48 heures, tu te débrouilles comme tu peux pour descendre toi-même, d'accord? Même avec ta cheville, tu rampes s'il le faut, mais tu ne restes pas ici à attendre indéfiniment. La voix d'Antoine faible. Je vous promets, soyez prudente, et retrouvez-les. Retrouvez Julien et Marc. Un dernier enregistrement. Le 28 juillet au matin. La voix de Sophie, calme mais déterminée. 6 heures. On part. Marc, Julien, si par miracle vous entendez ceci un jour, sachez qu'on vous aime, qu'on a tout fait, qu'on n'abandonne pas. Puis plus rien. Le silence. La cassette est terminée. Dans la salle de réunion de la gendarmerie, personne ne parle. Les larmes coulent, les mains se serrent. Après 27 ans, ils ont entendu les voix de leurs enfants, leurs dernières paroles, leurs derniers espoirs, leur courage face à une situation qui leur échappait. Mais ils n'ont toujours pas toutes les réponses. Que s'est-il passé ensuite? Pourquoi n'ont-ils jamais été retrouvés? Pourquoi l'enregistreur était-il dans la zone du cirque de Kagateil, loin de l'étang d'Alette? Le capitaine Mercier prend la parole. Grâce à ces enregistrements, explique-t-il, nous avons maintenant une chronologie précise. Nous savons que Marc et Julien se sont perdus en tentant de descendre. Nous savons qu'ils ont essayé de revenir vers l'étang d'Alette. Nous savons que Sophie et Cécile sont partis le 28 juillet au matin, laissant Antoine au campement. Et nous savons que l'enregistreur de Marc a fini dans la zone du cirque de Kagateil. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Première hypothèse. Marc et Julien ont réussi à revenir vers le cirque de Kagateil, mais pas jusqu'à l'étang d'Alette. Ils ont eu un accident dans cette zone. L'enregistreur est tombé, a été emporté par les éléments, et a fini coincé entre les rochers où il est resté 27 ans jusqu'au glissement de terrain. Deuxième hypothèse. Marc a volontairement laissé l'enregistreur quelque part, pensant que si quelqu'un le trouvait, il pourrait comprendre ce qui s'était passé. Une sorte de boîte noire de leur tragédie. Troisième hypothèse. Quelque chose d'imprévu s'est produit, quelque chose que les enregistrements ne révèlent pas. Mercier annonce aux familles que de nouvelles recherches vont être organisées. Maintenant qu'ils savent que Marc et Julien sont peut-être retournés vers le cirque de Kagateil, les équipes vont concentrer leurs efforts sur cette zone. 27 ans après, avec les moyens modernes, les drones, les détecteurs, peut-être qu'ils trouveront quelque chose. Henri Beaumont demande s'il peut avoir une copie des enregistrements. Mercier hoche la tête. Oui, bien sûr, toutes les familles peuvent avoir des copies si elles le souhaitent. C'est leur droit. Ce sont les dernières paroles de leurs enfants. La réunion se termine. Les familles repartent, éprouvées émotionnellement, mais avec un mélange étrange de tristesse et de soulagement. Après 27 ans de vide absolu, ils ont enfin quelque chose. Des voix, des mots, des preuves que leurs enfants ont été courageux, solidaires, qu'ils ont lutté jusqu'au bout. Dans les jours qui suivent, la découverte fait les gros titres de la presse locale, puis nationale. Pyrénées, l'enregistreur des 5 disparus de 1984, retrouvé après 27 ans. Les journalistes contactent les familles, tentent d'obtenir des interviews. Certaines acceptent, d'autres refusent.
C'est trop personnel, trop douloureux. Le 5 avril 2011, une nouvelle expédition de recherche est organisée. Le capitaine Mercier dirige les opérations. Des équipes du PGHM, des bénévoles, des spécialistes en recherche de personnes disparues convergent vers le cirque de Kagatay. Ils vont ratisser la zone méthodiquement, mètre carré par mètre carré. Henri Beaumont insiste pour accompagner les équipes malgré son grand âge. On tente de l'en dissuader, mais il est inflexible. C'est son fils. Il a le droit d'être là. Finalement, on accepte à condition qu'il reste à la base et ne participe pas aux recherches actives. Les recherches durent une semaine. On explore chaque ravin, chaque éboulisse, chaque crevasse. Les chiens renifleurs parcourent la zone. Les drones survolent les secteurs inaccessibles. Les caméras thermiques scannent le terrain à la recherche d'anomalies. Le 9 avril, une équipe fait une découverte. Dans un petit ravin étroit, à environ 500 mètres de l'endroit où l'enregistreur a été trouvé, ils repèrent quelque chose. Des lambeaux de tissu, un morceau de sac à dos, des restes de cordes. L'équipe sécurise immédiatement la zone. Le capitaine Mercier est appelé. Il descend dans le ravin avec précaution. Ce qu'il voit le fait pâlir. Des ossements, partiellement recouverts par des décennies d'accumulation de terre et de végétation, des restes humains, 2 corps. La scène est immédiatement sécurisée. L'identité judiciaire est appelée. Des experts en anthropologie médico-légale sont dépêchés sur place. Personne ne touche à rien. C'est une scène de découverte de corps, même si ces corps sont là depuis 27 ans. Chaque détail compte. Le lendemain, 10 avril 2011, les analyses préliminaires commencent. Les restes sont ceux de 2 hommes, jeunes adultes au moment du décès. Les vêtements en lambeaux, les objets personnels retrouvés à proximité permettent une identification rapide. Marc Beaumont et Julien Marchand. Leur carte d'identité, miraculeusement préservée dans des pochettes étanches, confirme. Le capitaine Mercier doit annoncer la nouvelle aux familles. C'est l'une des tâches les plus difficiles de sa carrière. Gilbert Marchand reçoit l'appel dans l'après-midi. Son fils a été retrouvé, après 27 ans. Des restes, pas un corps. Mais c'est lui, c'est vraiment lui. Le vieil homme s'effondre dans les bras de sa fille. Henri Beaumont, lui, reste stoïque quand on lui annonce. Il savait. Quelque part, au fond de lui, il a toujours su que son fils ne reviendrait pas vivant de cette montagne. Maintenant, au moins, il sait où Marc a passé ses 27 dernières années, pas loin de là où il aimait être, dans ces montagnes. Les analyses anthropologiques et l'autopsie médico-légale révèlent la cause probable du décès. Les 2 hommes ont chuté dans ce ravin, des fractures multiples, notamment du crâne et des membres, une chute de plusieurs mètres, probablement mortelle sur le coup ou dans les heures qui ont suivi. Le ravin est étroit, profond, envahi par la végétation. Un piège mortel qu'ils n'ont pas vu, peut-être à cause de la fatigue, de l'urgence, de conditions météorologiques défavorables. L'enregistreur de Marc était dans son sac. Lors de la chute, le sac s'est déchiré. L'enregistreur a été éjecté, a roulé sur les rochers et s'est retrouvé coincé dans une anfractuosité à quelques centaines de mètres du lieu de la chute. Les éléments l'ont ensuite recouvert progressivement, le protégeant paradoxalement de la destruction complète, jusqu'au glissement de terrain de mars 2011 qui l'a ramené à la surface. Mais cette découverte, aussi terrible soit-elle, ne répond pas à toutes les questions. Marc et Julien sont morts en tentant de revenir vers leurs amis. Mais qu'est-il arrivé à Sophie, Cécile et Antoine? Selon les enregistrements, Sophie et Cécile sont parties le 28 juillet. Elles devaient descendre chercher les secours. Antoine est resté au campement de l'étang d'Alais. Où sont-ils? Le capitaine Mercier réorganise les recherches. 2 zones prioritaires. Les sentiers de descente depuis l'étang d'Alais vers les vallées habitées pour Sophie et Cécile. Et la zone même de l'étang pour Antoine. Pendant 3 jours, du 11 au 13 avril, les équipes fouillent. L'étang d'Alais est de nouveau plongé par des plongeurs professionnels. Chaque centimètre du fond est inspecté, et le 13 avril, à midi, ils trouvent. Au fond de l'étang, à 6 mètres de profondeur, dans une zone où les rochers créent une sorte de cuvette, des ossements. Un squelette presque complet, des vêtements,
un sac à dos avec une carte d'identité à l'intérieur. Antoine Garnier. La reconstitution est terrible mais claire. Antoine, seul au campement, sa cheville le faisant souffrir, attendant un secours qui ne venait pas, a probablement décidé, malgré sa blessure et contre les recommandations de ses amis, de tenter quelque chose. Peut-être chercher de l'eau à l'étang, peut-être, dans un moment de désespoir ou de confusion causée par la douleur et l'épuisement, a-t-il glissé sur les rochers mouillés au bord de l'eau. Avec sa cheville blessée, incapable de se rattraper, il est tombé. L'eau froide, le choc, l'incapacité de nager correctement avec sa blessure. Il s'est noyé. Son corps a coulé dans cette cuvette rocheuse où il est resté 27 ans, invisible aux recherches de surface de 1984. Pauline Garnier, quand elle apprend la mort de son fils, ne pleure pas. Elle n'a plus de larmes après toutes ces années. Elle murmure juste « Maintenant je sais, c'est fini, je peux faire mon deuil. Restent Sophie et Cécile. » Les deux jeunes femmes parties ensemble le 28 juillet au matin. La zone de recherche est immense, des dizaines de kilomètres de sentiers possibles entre l'étang d'Alette et les vallées habitées, des terrains difficiles, des forêts denses, des ravins, des éboulis. Les recherches continuent. Le 14, le 15, le 16 avril, rien, comme si Sophie et Cécile s'étaient évaporées. Mercier commence à craindre qu'on ne les retrouve jamais. 27 ans, c'est long. Les corps peuvent avoir été déplacés par les animaux, recouverts par la végétation, dispersés par les éléments. Mais le 17 avril, une équipe qui progresse sur un sentier peu utilisé, à mi-pente entre l'étang et la vallée, fait une découverte. Dans une zone d'éboulis, partiellement visible sous des rochers, quelque chose qui ressemble à du tissu. Il dégage prudemment un sac, puis des ossements, un corps, et à quelques mètres, un autre. Sophie Lavigne et Cécile Fontaine, ensemble jusqu'au bout. Les analyses montrent qu'elles ont été victimes d'un éboulement rocheux. Dans cette zone instable, une chute de pierre, peut-être déclenchée par leur propre passage, les a ensevelies. Une mort probablement instantanée. Elles n'ont pas souffert. C'est la seule consolation qu'on peut offrir aux familles. Martine Lavigne vient identifier les effets personnels de sa fille. Le petit carnet que Sophie emportait toujours, miraculeusement intact dans une poche étanche. Elle l'ouvre, voit l'écriture de Sophie. Les dernières lignes datées du 27 juillet. Antoine blessé. Situation compliquée. Julien et Marc partiront demain chercher de l'aide. J'ai peur, mais je ne veux pas le montrer. Julien me rassure, dit que tout ira bien. Je veux le croire. Martine serre le carnet contre son cœur et pleure toutes les larmes qu'elle a retenues pendant 27 ans. Jean et Françoise Fontaine font le déplacement ensemble pour être présents lors de la récupération des restes de leur fille. Ils se tiennent la main, silencieux, regardant les techniciens travailler avec respect et professionnalisme. Leur petite Cécile. Elle voulait être médecin, sauver des vies. Elle n'a jamais eu cette chance. Le 20 avril 2011, une conférence de presse est organisée à la gendarmerie de Saint-Giron. Le capitaine Mercier, entouré de son équipe et de représentants des familles qui ont accepté d'être présents, fait le point sur l'affaire. Après 27 ans de mystère, la disparition des 5 jeunes de Toulouse en juillet 1984 est enfin élucidée. Grâce à la découverte fortuite d'un enregistreur vocal lors d'un glissement de terrain et aux enregistrements qu'il contenait, les enquêteurs ont pu reconstituer les événements. Mercier explique la chronologie complète. Le départ de Massat le 23 juillet, la randonnée normale jusqu'au soir du 24, la blessure d'Antoine. La décision de Marc et Julien de descendre chercher les secours, leur égarement dans le brouillard, leur tentative de retour, leur chute mortelle dans un ravin près du cirque de Cagateille. L'attente désespérée de Sophie, Cécile et Antoine à l'étang d'Alais. La probable noyade accidentelle d'Antoine, le départ de Sophie et Cécile le 28 juillet. Leur mort dans un éboulement rocheux, alors qu'elles tentaient de descendre chercher de l'aide. 5 jeunes gens, en pleine santé, expérimentés, bien équipés. Une série de malchances tragiques, une blessure initiale, une mauvaise décision prise sous pression, des conditions météorologiques changeantes,
Des accidents en cascade. Aucun d'eux n'est mort par négligence ou imprudence. Ils ont tous fait ce qu'ils pensaient être juste. Ils ont tous tenté de s'entraider, de se sauver mutuellement. Mais la montagne, parfois, ne pardonne pas. Les journalistes posent des questions. Pourquoi les recherches de 1984 n'ont-elles rien trouvé? Mercier explique. Les zones où les corps ont été découverts sont extrêmement difficiles d'accès. Certaines presque invisibles, sans moyens techniques modernes. Le ravin où Marc et Julien sont tombés est étroit, profond, masqué par la végétation. Antoine était au fond de l'étang, dans une anfractuosité rocheuse. Sophie et Cécile étaient sous un éboulis. Les recherches de 1984 ont été extensives, mais elles n'avaient pas les moyens actuels. Drones, détecteurs, caméras thermiques, GPS... Tout cela n'existait pas ou n'était pas accessible en 1984. Un journaliste demande « Quel est le message de cette tragédie ?» Mercier réfléchit un instant, puis répond « Que la montagne exige respect et humilité, que même les plus expérimentés peuvent être victimes de circonstances malheureuses, et que l'amitié, le courage, la solidarité que ces 5 jeunes ont montré jusqu'au bout sont des valeurs qui méritent d'être honorées. » Dans les semaines qui suivent, les 5 corps sont rendus aux familles. Des funérailles sont organisées. Enfin, après 27 ans, les proches peuvent faire leur deuil proprement. Gilberte Marchand décède 3 mois après les funérailles de son fils. Sa famille dit qu'il est mort en paix, ayant enfin obtenu les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Il est enterré à côté de Julien dans le cimetière familial de Toulouse. Martine Lavigne vit encore à Muret. Elle a transformé la chambre de Sophie en un petit mémorial. Des photos, des souvenirs, le carnet retrouvé dans la montagne. Elle y va chaque jour, parle à sa fille, lui raconte ce qui se passe dans le monde. Henri Beaumont a quitté son refuge de montagne. À 91 ans, il vit maintenant chez une nièce à Lourdes. Il ne monte plus en montagne. Il dit qu'il a passé assez de temps là-haut. Marc est revenu, c'est tout ce qui compte. Pauline Garnier a fait graver une plaque au cimetière où repose Antoine. Mon fils bien-aimé, enfin rentré à la maison. Elle vient lui parler chaque semaine, lui raconter les souvenirs, les moments heureux avant la tragédie. Jean et Françoise Fontaine ont créé une petite fondation au nom de Cécile, qui aide de jeunes étudiants en médecine issus de milieux modestes. C'est leur manière de perpétuer le rêve de leur fille. À Massat, la plaque commémorative posée en 1989 a été complétée. On y a ajouté « Retrouvés en 2011 ». Leur courage et leur amitié ne seront jamais oubliés. L'enregistreur vocal de Marc, après avoir servi de pièce à conviction, a été rendu à la famille Beaumont. Henri l'a donné au musée pyrénéen de Lourdes, où il est exposé avec un panneau explicatif racontant l'histoire. Des milliers de visiteurs s'arrêtent chaque année devant cette petite boîte métallique qui a gardé précieusement les dernières voix de 5 jeunes gens pendant 27 ans. L'histoire des 5 disparus des Pyrénées est devenue un cas d'école dans les formations de secours en montagne. Elle rappelle l'importance de la préparation, de la prudence, mais aussi l'imprévisibilité de la nature. Elle montre qu'il ne faut jamais sous-estimer les risques, même quand on est expérimenté. Mais au-delà des leçons techniques, c'est une histoire profondément humaine. 5 amis partis ensemble pour une aventure. 5 vies pleines de promesses, brutalement interrompues. 5 familles qui ont vécu presque 3 décennies dans le doute et l'espoir. Et finalement, une vérité difficile, mais libératrice. Sophie avait écrit dans son carnet, quelques jours avant la randonnée, « La montagne est belle, mais exigeante. Elle offre des moments magiques, mais demande du respect. J'espère que nous serons toujours à la hauteur. » Ces mots résonnent aujourd'hui comme une prémonition tragique, mais aussi comme un testament de sagesse. Ce cas nous montre la fragilité de la vie face aux forces de la nature, mais aussi l'importance du courage, de l'amitié et de la solidarité. Ces 5 jeunes ont lutté ensemble, se sont soutenus mutuellement et sont restés unis jusqu'à la fin. Qu'auriez-vous fait à leur place? Avez-vous remarqué les indices au fil du récit qui laissaient présager cette tragédie? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si cette histoire vous a touché et que vous appréciez ce genre d'enquête approfondie sur des cas réels, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si ce récit vous a ému et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces histoires vraies qui nous rappellent l'importance de chaque instant.